Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Parole d'experts sur H24 et à l'occasion de cette première émission de l'année 2024, je vous souhaite une excellente année et puis remercie également tous les experts, les expertes qui nous ont fait le plaisir de passer sur ce plateau même au cours de l'année 2023. On commence cette année avec un sujet qui est extrêmement important puisque vous le savez dans Parole d'experts on essaye de naviguer autour de l'actualité, qu'elle soit business, économique, sociale, sociétale. Aujourd'hui on revient sur l'immobilier. Lancé en octobre dernier par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'aide directe au logement à destination des primo-acquéreurs a pris effet au 1er janvier 2024. Alors, quel impact? Est-ce que ce mécanisme va suffire à relancer le secteur immobilier, à permettre à une classe moyenne, à une classe populaire d'avoir accès à son logement? On va essayer de comprendre comment tout ça va fonctionner et est-ce que tout cela va effectivement fonctionner. Aide directe au logement, une aide qui va permettre de développer le secteur immobilier, c'est ce dont on parle aujourd'hui dans Parole d'experts. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux experts. Maître Rachid Tadlaoui, qui est notaire à Casablanca et qui est secrétaire général adjoint du Conseil de l'Ordre national des notaires. Bonjour. Bonjour, merci. Ça va? Ça va très bien. Ça fait, on va se tutoyer, qui est également mon cousin, c'est comme ça, et j'ai beaucoup de plaisir à le recevoir sur ce plateau. Merci. Anis Benjeloun, qui est vice-président de la FNPI, la Fédération nationale des promoteurs immobiliers. Bonjour Anis. Bonjour. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Vous pouvez tutoyer aussi. Hein. Oui, on va se tutoyer. Non, de toute façon, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est qu'on puisse comprendre toutes les implications, comment va fonctionner cette aide directe au logement. Et avant qu'on en parle, c'est quand même bien, et je le fais tout le temps, puisqu'on parle très souvent du secteur immobilier. On a très souvent les promoteurs immobiliers qui versent une larme depuis longtemps. Je les ai toujours connus en train de verser une larme. Le contexte est compliqué. Le contexte économique est compliqué. Comment se porte le secteur? Et je sais que cette question-là est très compliquée. Aujourd'hui, l'immobilier, est-ce qu'il est atone? Et là, je suis toujours heureux d'avoir à la fois un promoteur et un notaire, parce que ça nous permet d'avoir la version des promoteurs et la version des hommes de loi qui font passer les actes. Alors, je pense qu'on va laisser la parole à Rachid, parce que allons-y. Le nombre de transactions, je crois que c'est eux, c'est les notaires qui les passent. Donc, oui, exactement. Merci Faisal. Donc, premièrement, le secteur de l'immobilier, il connaît aujourd'hui une stagnation depuis certaines années. Et on a l'espoir, avec ce programme, que ce secteur va être redynamisé encore une fois par un coût qui est nouveau. C'est très bien parce qu'on en réfléchit toujours par des avantages fiscaux, par réfléchir pour l'assiette foncière, réfléchir sur plusieurs paramètres qui peuvent booster le secteur. Bien certes que le secteur il a connu une stagnation parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui ont poussé à ce fléau, c'est que le nombre de transactions a été réduit pratiquement à moitié pendant pratiquement 2 ou 3 années. Mais, depuis le Covid, quoi. Oui, depuis le Covid. Il a plus ou moins redémarré un petit peu avec une petite avantage carotte fiscale qui a été donnée pour les droits d'enregistrement. Donc, ils ont plus ou moins renfloué un peu le secteur, mais c'était très temporaire parce qu'il a été décidé pour 6 mois. Mais le secteur il devait être restructuré de sa racine, parce qu'aujourd'hui, il y a les matières premières qui ont été augmentées. Il y a certains promoteurs qui ont été mis en difficulté parce qu'ils ont soumissionné sur des marchés avec un prix, et puis ils ont revu leur prix de revient augmenter à un certain moment avec beaucoup de problèmes. Mais ce programme, personnellement, je pense qu'il peut donner un coup de pouce au secteur, parce que c'est déjà, on va en parler tout à l'heure, parce qu'il y a certains critères pour avoir l'éligibilité à ce programme, surtout le permis d'habiter qui doit être daté de 1er janvier 2023. Et c'est pas quelque chose qui doit être passé inaperçu, mais c'est un point très très important, parce que
l'idée, ce n'était pas de déstocker c'est stock. d'encourager. C'est d'encourager une la création promotion. de richesse, une nouvelle construction, des nouveaux programmes, etc. Alors, on va essayer de comprendre. Et c'est là que c'est intéressant d'aller dans les détails pour voir quel est l'objectif. Et surtout, moi, j'aimerais aussi comprendre quelle différence va y avoir entre une aide directe au logement et puis les logements économiques tels qu'on les a connus avec la TVA, etc. Quelles en sont les différences? Sibeth Benjeloun, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors déjà, votre avis sur le secteur, et puis qu'est-ce que vous pensez de cette aide directe au logement? Mais écoutez, je confirme tout à fait ce qu'a dit c'était Rachid. C'est juste, on assiste à une baisse drastique, disons, des transactions, d'une part, mais on assiste également, ce qui est encore plus inquiétant, à une baisse drastique des demandes d'autorisation de construire. D'accord, ça veut dire que les promoteurs, là, à la source, ne construisent plus. Ah oui, il y a une baisse d'au moins 50% des dossiers déposés au niveau des autorisations de construire. L'activité entière a baissé, ça, ce qui est très inquiétant. Et ce n'est pas de bon augure, et ça, on en parle depuis un bon moment. Mis à part le domaine de l'immobilier, il faut rappeler certains chiffres de l'économie nationale qui sont extrêmement inquiétants. On a un taux d'inflation estimé par Banque Le Maghreb de 6,5%. Moi, je pense que c'est beaucoup plus. On a un taux de croissance de 2,5%. Le Conseil économique et social a parlé d'une destruction de 300 000 emplois. Destruction, destruction, pas création, de 300 000 emplois l'année dernière. Il y a encore deux chiffres que je vais citer qui sont extrêmement inquiétants à mon sens. On parle de taux d'activité de la population active au Maroc. La population active au Maroc est estimée à 10 millions de personnes. On parle d'un taux d'activité de 44%, dont 800 000 fonctionnaires. Donc, il n'y a que 4,4 millions de personnes qui travaillent, dont 800 000 fonctionnaires. Donc, toute la pression fiscale se fait sur 3,5 millions donc disons, de producteurs fiscaux. Ça, c'est un chiffre qui est aussi très inquiétant. Et un dernier chiffre, c'est que le budget de l'État par rapport aux recettes, c'est-à-dire que les dépenses publiques se situent à 60% des recettes. C'est énorme. Donc il y a 40% d'endettement. Alors, merci d'avoir remis le tableau qui va tous nous faire pleurer aujourd'hui des agrégats macroéconomiques. Avant, vous parliez de l'art, maintenant je parle de pleureuse. Non, pas seulement de pleureuse. Mais alors, il y a un point qui est important, parce que moi, quand j'ai une analyse de l'économie marocaine a cette spécificité qui a ces chiffres qui sont de l'économie formelle, et puis après, on a toute l'économie informelle, avec énormément de cash dans les coffres, et qui sauve aussi l'économie en période de crise, et qui fait que ça a sauvé l'économie. Alors, mais bon, non, mais c'est important. Mais là, justement, on est en train de parler de la promotion immobilière formelle, etc. Et j'imagine qu'en face, il doit y avoir aussi une promotion immobilière informelle qui continue. Et une telle mesure est censée encourager ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'une telle mesure? Alors, la promotion immobilière informelle ne peut pas exister pour la simple raison qu'il y a des documents administratifs qui doivent être... Donc l'autoconstruction sauvage n'existe plus au Maroc. Non, l'autoconstruction, oui, mais on ne parle pas de promotion immobilière. Vous avez parlé de promotion immobilière. Alors, moi, à partir du moment où j'ai quelqu'un qui construit 2 ou 3 maisons sans autorisation, on peut appeler ça de la mini-promotion informelle. Il est obligé d'avoir une autorisation parce qu'autrement, il ne pourra pas enregistrer ça, il ne pourra pas inscrire ça au niveau de la conservation foncière. Donc l'autoconstruction, oui, mais la promotion, ça va être un peu plus compliqué. Alors, en ce qui concerne les mesures qui sont prises, qui ont été prises, à savoir produire des logements à 300 000 dirhams et à 700 000 dirhams, oui, on savait parfaitement que au vu du contexte économique compliqué, que proposer une aide de 100 000 dirhams pour des logements dans la valeur... Attendez, je vais juste rappeler la mesure. Une subvention de 100 000 dirhams pour l'acquisition d'un logement dont le prix de vente est inférieur ou égal à 300 000, c'est ça, et 70 000 pour un logement dont le prix varie entre 300 000 et 700 000 dirhams. Ça, c'est la mesure. Je précise TTC. TTC, oui. Alors, effectivement, on savait parfaitement qu'il allait y avoir un engouement. Essentiellement pour les logements de moins de 300 000 dirhams. D'ailleurs, la plateforme qui a été mise en place a bien spécifié qu'il y avait 70% de la demande qui était orientée vers le logement de moins de 300 000 dirhams. Mais la question qui se pose, ce n'est pas uniquement au niveau de l'engouement, il s'agit de réaliser ces logements-là, essentiellement moins de 300 000 dirhams. Et réaliser des logements à moins de 300 000 dirhams, il y a beaucoup de contraintes. Et ces contraintes, elles ont été, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, amplifié avec la nouvelle année. On en parlera si vous voulez. Alors, pour moi, ce programme va être quand même un point de départ pour pouvoir réaliser ces programmes-là. Certes, les promoteurs immobiliers comme Stud
ils sont plus ou moins réticents. Mais peut-être réticents pour la construction des logements à 300 000 dirhams par la simple mesure qu'ils ne sont plus dans leur marge bénéficiaire qu'il y avait auparavant. Dans le système, c'était quoi la marge bénéficiaire? Dans le système, l'ancien système qu'on a traité, les logements sociaux avant, ils avaient la carotte fiscale des exonérations fiscaux, de l'ITVA, de l'enregistrement, de l'IS, etc. Et en plus, il y avait la subvention de la TVA. Donc, certes, il y avait plus ou moins ils se retrouvaient en quelque sorte sur ces programmes-là. Donc, parce que ces avantages fiscaux, ils ont été écartés dans ce programme, nouveau programme, mais c'est une aide directe aux citoyens. Donc, c'est tout simplement, toute l'organisation a été changée radicalement. Alors comment ça fonctionne? C'est ça qui est intéressant pour voir, parce que c'est une aide directe. Qui est éligible? Parce qu'on sait qu'avec les logements économiques, il y avait certains abus. Il y a des personnes qui en achetaient 2, 3, 4 et qui les louaient, qui faisaient soit de la spéculation, soit qui les louaient, alors que ce n'était pas le but. C'était vraiment mettre à disposition de gens qui n'avaient pas les moyens un logement. Là, qu'est-ce qui change? Le plus important, c'est qu'avec tous les inconvénients et les avantages des logements sociaux, ils ont réalisé à un certain moment, ils ont absorbé un déficit très important. Donc, ce programme-là, il a défini exactement l'éligibilité. Et il a 2 points très intéressants. 2 points très intéressants, là, c'est la transparence et c'est la réactivité. On va en parler. Et sur la lecture du décret, on va voir deux points essentiels. La transparence, donc, c'est la plateforme digitale sur laquelle l'éligibilité doit être octroyée. Donc, il y avait un interfaçage de plusieurs systèmes d'information, la DGI, la conservation foncière et la CDG, pour pouvoir avoir tous les renseignements sur cette plateforme pour savoir est-ce que la personne est éligible, oui ou non. L'éligibilité, elle était énumérée par le décret. Être marocain, ou résident à l'étranger aussi. Bien sûr, être marocain, résident à l'étranger ou résident au Maroc. Et en même temps, ne jamais avoir bénéficié d'un avantage sur un aide-logement, que ce soit le logement social, que ce soit le recasement, etc. Donc, il faut. Et cette mesure de comment traiter ce dossier par le digital, c'est très important pour avoir de la transparence. Et la réactivité aussi, parce que le décret, il a donné et spécifié certains délais à respecter. Donc, les délais sont très courts, c'est très intéressant aussi. Donc, le compromis va être signé par le notaire lorsque la personne est éligible, par l'attestation d'éligibilité. Il a un délai de 7 jours pour le déposer sur la plateforme. Et la réponse, elle est dans les quinzaines de cette date. Donc, l'aide va être transférée au notaire par chèque en son nom ou par virement bancaire dans les quinzaines du dépôt du compromis sur la plateforme. C'est très intéressant. Donc il y a une réactivité part directement chez le notaire. Chez le notaire. Donc sur un compte CDG de toute façon, etc. Exactement. Donc c'est ça qui donne la réactivité et la transparence dans ce mode nouveau du traitement des dossiers. Alors, objection des promoteurs à ce niveau-là. Alors, on parle de marge, vous faites du business lorsqu'on fait de la promotion immobilière. On parle souvent de patriotisme économique, mais bon, le patriotisme économique est à géométrie variable. Il faut quand même faire des marges. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est dur de faire de la marge pour un promoteur sur des logements à 300 000 alors là, on parle que des logements à 300 000, mais ça peut aller jusqu'à 700 000 dirhams. Je vais répondre à cette question, mais juste je vais reprendre 2-3 points dont a parlé Rachid. Pour le programme de 250 000 dirhams hors taxe, il y avait aussi certains critères d'éligibilité. Et donc l'acquéreur devait effectivement ne pas avoir de logement, et on devait avoir une attestation des impôts. Donc ça se faisait de manière digitale pour savoir si telle personne était éligible pour acquérir ce logement ou pas. Et par ailleurs, la TVA était octroyée, c'était une aide à l'acquéreur. Ce n'est pas une aide, disons, donnée au promoteur. Au début, donc, il faut se rappeler que ce programme a été mis en place en 2010 pour le logement sociaux à 250 000 dirhams. Et ce programme, effectivement, a connu un succès. Il a permis de réaliser plus de 600 000 unités. Donc, ça a permis de soulager un petit peu le déficit en logement qu'il y avait. C'est un succès quand même qui était très important et qui a même été exporté vers des pays d'Afrique qui se sont inspirés de l'expérience marocaine. Il faut se rappeler d'une chose, c'est qu'en 2010, le coût du foncier valait ce qu'il valait.
le coût des matériaux de construction valait ce qu'il valait. Et en 2022, ce coût a été multiplié par 2. Au niveau, donc, quasiment par 2 le foncier, pour construire un logement. Le foncier, du foncier. Ça, le foncier a été multiplié okay. par 2,5. Le prix du ciment en 2010 n'était pas du tout le prix du ciment en 2022. Également le rond en béton. Le rond en béton, donc construire un logement économique qu'on construisait en 2010, aujourd'hui à 250 000, il vaut combien à la construction? Alors la question qui se pose, elle est je sais que je résume un peu, mais quand même, c'est quoi? C'est plus 20, plus 30, mais ça dépend. Plus 40 alors construire un logement, c'est pas vendre un paquet de cigarettes, vous comprenez? Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. 1, le coût du foncier. 2, la qualité du bâtiment qui va être construit. Si vous avez un terrain rocheux, vous avez certains coefficients qu'on appelle des contraintes qui sont là et qui réduisent le coût donc, de la structure. Et si vous avez un sol qui n'est pas bon, il faudra augmenter donc, la structure des fondations. Donc ça change. C'est vraiment, ça change en fonction du terrain, en fonction de son emplacement, en fonction également donc, disons, de la connexion au réseau donc d'assainissement, des eaux pluviales, etc. Un tas de paramètres qui entrent en jeu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que en 2010, on produisait à peu près 300 000 unités par année. Mais en 2022, on est à moins de 100 000 unités. Et le nombre de logements sociaux qui ont été construits a été réduit en peau de chagrin. C'est-à-dire qu'il y a certains promoteurs qui ne s'en sortent plus, qui ne s'en sortaient plus avec 250 000 dirhams, malgré l'exonération fiscale qui a eu lieu. Alors maintenant, on se retrouve avec donc 250 000 dirhams hors taxe, ça voulait dire 292 000 dirhams TTC, 294 000 dirhams TTC. Maintenant, on se retrouve à 300 000 dirhams TTC, mais il faut payer les impôts. Et quand on va payer toutes les taxations, parce qu'il n'y a pas uniquement les impôts, on ne parle pas d'IS et de TVA, c'est quelque chose qui sont normales, que tout le monde doit payer. Mais on parle d'un tas de taxes annexes que subit le secteur du bâtiment et qui, au final, se répercutent sur l'acquéreur. Il s'agit des droits d'enregistrement de conservation foncière, il s'agit des taxes communales, des taxes de la protection civile, des taxes des agences urbaines, des taxes des régies qui sont considérables. Vous voyez? Donc tout ceci alourdit la facture et au final, pour produire un logement à 300 000 dirhams, c'est très compliqué. Maintenant, si vous voulez qu'on parle des contraintes pour produire ce logement à 300 000 dirhams, les contraintes sont multiples et variées. Est-ce que... alors, il y a le coût du foncier. Non, mais ne méprenez pas ce que je vais dire. Mais est-ce que finalement... on revient aux pleureuses. Non. Est-ce que ce n'est pas une correction qui devait être attendue au niveau des promoteurs, qui pendant, on va dire, une décennie, voire plus, à qui on a donné des chèques en blanc et qui ont pu faire des marges extraordinaires pendant des années, et qu'aujourd'hui, on dit, soyez un peu patriotes et aidez-nous à faire des logements pour les classes populaires et les classes moyennes. Exactement. Je pense que ce programme, il rentre dans un cadre de l'État citoyen. Donc, toute la philosophie de ce programme, c'est que chacun de nous, c'est-à-dire partenaires, chacun de promoteurs, tous ceux qui peuvent travailler sur ce domaine, doit donner de son temps, de son énergie pour avoir un État citoyen. C'est-à-dire qu'ils peut-être ils doivent réajuster leur marge et voir peut-être s'ils marchaient à 20 ou 25, ils doivent ils se contentent à 15 ou peut-être à moins à 10%. Ce programme-là, peut-être... En France, quand un promoteur fait 8%, il est content. Hein. Oui, peut-être ce programme-là, il ne va plus être dans un cadre de la promotion immobilière classique qu'on connaît, c'est-à-dire comme les logements sociaux avec 500 logements, avec des unités avec une grande dimension, etc. Peut-être ils vont encourager les petits promoteurs, c'est-à-dire les petits promoteurs qui vont construire sur un petit terrain R+3, des petits appartements, et il peut s'en sortir avec 300 000 dirhams. Et peut-être aussi, on a créé ce qu'il n'y avait pas avant, avec l'ancienne loi sur la classe moyenne, on n'avait pas de produit pour la classe moyenne. Là, aujourd'hui, on va créer en quelque sorte un produit pour la classe moyenne, celui entre 300 000 et 700 000 dirhams. Donc, il n'y avait pas vraiment un produit dans ce sens. Maintenant, avec cet avantage, peut-être le promoteur, il va être encouragé à créer des unités de cette sorte pour pouvoir donner et créer, bien sûr, il va créer de l'emploi, il y aura une création de richesse, l'économie va bouger parce qu'il y aura tous les intervenants qui vont travailler sur ce programme. Peut-être c'est un issue
pour moi, avantageux pour atteindre ce... Les frais de notaire, juste pour finir sur le notariat, les frais de notaire vont être Oui, ont été discutés? Oui, on a été discuté. On a signé une convention avec Madame la ministre récemment pour interfacer déjà le système d'information Tawtir Plus avec la plateforme. Donc tout le process actuellement va passer chez les notaires. Donc on va réduire toutes les problématiques parce que peut-être il y a des gens qui sont plus ou moins profanes, donc ils ne sont pas vraiment outillés pour pouvoir s'inscrire dans la plateforme, déposer le dossier, etc. Donc on a interfacé avec cette convention, interfacé le système d'information Tawtir Plus avec le système d'information de l'État. Et pour pouvoir, tout le process va passer chez le notaire. Donc on va déposer nous-mêmes le compromis, le permis d'habiter, demander l'aide, recevoir l'aide et finaliser tout le process par notre système d'information. Donc c'est un point très... Et puis les frais aussi des notaires, on a négocié pour être citoyens encore et aider à ce programme. Donc les notaires ont fait un rabais pratiquement de 50% de leur honoraire pour fixer les honoraires à 2500 dirhams TTC pour ce programme-là. Bien sûr, pour le programme de moins de 300 000 dirhams. Juste pour reprendre la balle au bon, concernant le prix de revient et les marges des promoteurs. Vous savez, on a travaillé à livre ouvert avec le ministère. On est parti chez eux avec un programme informatique. On leur a dit fixez le prix du foncier, fixez vous-même le coût de la construction, fixez le coût de VRD, des intérêts. Donc il y a toute une panoplie donc, de frais qui sont là. Le ministère a convenu qu'effectivement le prix de revient d'un logement hors foncier était de 200 000 dirhams. Hors foncier. Hors foncier. Hors foncier. Et la part du foncier dans un... Alors je sais que c'est différent parce que ça dépend du nombre d'appartements sur la surface. Ça varie entre 40 000 jusqu'à 70 000 dirhams. Donc ça dépend effectivement de... même atteindre 75 000 dirhams. Donc la marge du promoteur, elle est franchement réduite. Il faut dire ce qu'il y a dans le contexte actuel avec les problématiques qu'on vit. Alors maintenant, quelles sont les contraintes qui sont posées pour la production de logements de 300 000 dirhams qui intéressent 70% donc des demandes? Il y a différents types de contraintes. Il y a des contraintes du foncier. Le foncier coûte cher. Il y a des contraintes urbanistiques, c'est-à-dire que les agences urbaines et les communes sont extrêmement regardantes par rapport au traitement des dossiers. Et ça, c'est dans un contexte économique difficile, avec la sécheresse qu'il y a, aller pinailler sur l'orientation d'une fenêtre, etc., pour, disons, autoriser un projet, franchement, ce n'est pas le moment. Et ça, on l'a dit au ministère, les délais vont de 6 mois à 1 an et demi pour obtenir une autorisation de construire, avec toutes les tracasseries administratives qu'il y a. Il y a des profils qui sont vraiment bloquants et qui se vantent de bloquer des projets au niveau des administrations. Et ça, franchement, ça ne devrait plus exister. Effectivement, l'État devrait pousser pour créer de l'emploi, créer de l'investissement, créer de la richesse, encore une fois, dans un contexte qui est extrêmement difficile. 3, il y a des taxes parafiscales qui sont là et qui sont lourdes. Je ne parle pas de l'IS et de la TVA. Ça, ce sont des choses qui sont normales et auxquelles tout le monde doit être assujetti. On est tout à fait d'accord là-dessus. Alors, il y a 3 nouvelles taxes qui sont apparues en 2024, qui sont tout à fait nouvelles et qui, effectivement, encore une fois, bloquent le processus. Vous avez les régies qui ont augmenté leur participation de 25% sur Rabat. Ça, c'est une anomalie. Et sur Casablanca, on va parler de 50%. Ils ont instauré une nouvelle taxe qu'on appelle les fonds de travaux. Donc, il appartient aux promoteurs d'alimenter le fonds de travaux des régies. C'est 400 000 dirhams par hectare. C'est aussi une anomalie qui est quand même lourde de conséquences. Un promoteur doit verser 400 000 dirhams par hectare sur un projet, au fonds de travaux des régies. Voilà, okay. Ça c'est nouveau. 100 000 dirhams sur Marrakech. Ce fonds de travaux dépend de qui? Du ministère? Du ministère de l'Intérieur. Non, c'est le ministère de l'Intérieur qui a instauré ça. Donc c'est pour les régies. Sans parler du fait qu'avant, c'était les promoteurs immobiliers qui payaient le matériel, donc la protection civile, par les participations au niveau de la protection civile. On paye également les taxes au niveau des communes, alors que c'est un service qui est public. On paye des taxes, etc. On paye des taxes au niveau des agences urbaines. Donc il y a toute une panoplie de taxes qui sont là, qui sont lourdes et qui pèsent lourd. Et quand on veut produire à 300 000 dirhams, franchement, c'est du miracle quand on impose ces nouvelles taxations. Ajoutez à ça que le prix du ciment a augmenté en 2024. Et quand on parle d'augmentation du prix du ciment, donc il y a un effet d'entraînement qui tire le béton prêt à l'emploi, qui tire les ourdis, qui tire les planchers, qui tire les poutrelles. Donc tout ça, ça devient... Ce sont là les véritables contraintes qu'il y a par rapport à la production de logements à 300 000 dirhams. Alors maintenant,
On voit que l'État, effectivement, a mis en place ce nouveau dispositif et des aides directes accordées aux acquéreurs. C'est excellent, on applaudit. Mais il faudrait également se pencher à la réalisation de ces logements-là. Et c'est là où le bas blesse. Et donc, il faudrait effectivement essayer de lever ces contraintes. Il y a des contraintes qui ne coûtent rien à l'État. Par exemple, les traitements administratifs des dossiers doivent être quand même revus. On peut pas rester quand même dans... Ce qui avait déjà normalement été travaillé, parce que ça m'étonne d'entendre encore une fois, aujourd'hui, en 2024, avec tout le processus qui avait été, on va dire, allégé, le nombre de signatures qui avait été réduit. Les études faites par la FNPI en 2000... avant que j'y adhère, avant que je sois, disons, au moment du bureau, on parle de 143 signatures. Oui, mais ça je me rappelle ce chiffre-là. Je pense qu'on dépasse les 200. On dépasse les 200 signatures. Rien que les traitements des dossiers au niveau des régies est d'une complexité, mais terrible. Et on oblige également le promoteur à faire de leur site. C'est-à-dire que non seulement il doit équiper, ce qui est tout à fait normal, la parcelle ou le terrain sur lequel disons, il doit être... Mais également les équipements qui sont et autour. il faut qu'il fasse des liaisons. Ça, ce sont des anomalies. Donc tout ça, ça pèse, et ça pèse lourd. Et essentiellement pour les logements de moins de 300 000 dirhams. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est que le Maroc a réussi quand même à mettre en place 600 000 unités pour la résorption des bidonvilles, machin, etc. Maintenant, j'espère me tromper, mais avec les nouvelles contraintes, les 300 000 dirhams, ça va être compliqué à réaliser. Très compliqué. Hein. Et donc ceux de 700 000 dirhams sont plus réalisables. Sont plus réalisables. Et j'ai peur qu'on assiste à l'explosion, encore une fois, des bidonvilles et des logements insalubres et des lotissements clandestins. Et ça, c'est une crainte. Pour les logements entre 300 et 700 000 dirhams, il y a aussi d'autres disons, contraintes à lever, essentiellement urbanistiques. Hein. Il faudrait quand même, je ne dis pas de déroger aux lois existantes, loin de là, mais qu'il y ait une célérité au niveau des traitements des dossiers, qu'il y ait une souplesse et qu'il y ait une véritable volonté d'accompagner le promoteur et l'économie pour la réalisation de projets. Dernier mot, c'est Rachid. Moi, je reste optimiste sur ce programme. Je pense que l'État doit prendre en considération les réflexions des promoteurs. Certes, je pense que ces programmes aussi ne ciblent pas les grandes villes. Ce n'est pas toujours Casablanca, Rabat, etc. Je pense donc on n'est pas sur des niveaux de foncier qui sont à Casablanca, Rabat, etc. Certes, le foncier ne permet pas en quelque sorte la réalisation de ce programme. Mais si c'est la grosse demande, elle est faite sur les grandes agglomérations. Oui, mais toujours est-il, c'est une orientation plus ou moins vers d'autres périphériques où on peut avoir du foncier qui permet à atteindre ce chiffre. Certes, en restant optimiste, peut-être sur le départ, mais on doit tenir compte de toutes ces contraintes. La souplesse de l'administration doit travailler dessus. Nous, on a réfléchi en tant que notaire sur que pour la rédaction des compromis, insérer une clause sur laquelle on va stipuler que ce compromis rentre dans le cadre de l'aide au logement. Pourquoi? Pour permettre à la banque, celle qui va recevoir un crédit bancaire, d'être plus réactif par rapport à d'autres dossiers, parce qu'il y a des contraintes, comme j'ai dit, de temps, etc., sur la réalisation des 30 jours. Oui, c'est-à-dire qu'il y aura des prérequis qui auront été faits avec l'éligibilité avant que de ne pas faire la banque. Il faut que chaque intervenant doit faire de son sien pour pouvoir réussir ce programme, parce que quand même, c'est un programme ambitieux. Il doit avoir, c'est-à-dire réfléchir sur toutes les contraintes qu'il peut y avoir et qui pourront avoir au futur. C'est un départ. Maintenant, il y avait des inscriptions. On lance la machine, on commence à demander de l'aide. On va voir est-ce que l'État va respecter les 15 jours de déblocage. Est-ce qu'il y aura la possibilité pour formaliser l'acte dans les délais légaux qui ont stipulés par le décret. Est-ce qu'il y aura... Est-ce que les promoteurs vont jouer le jeu? Est-ce que ça va les intéresser? Est-ce qu'il y aura des produits à offrir par les 300 000 dirhams? Parce que est-ce qu'il y aura toujours les gens qui vont cibler que les grandes villes parce que là où il y a du travail, etc., où ils sont obligés de rester ou de partir sur les périphériques où il y aura une assiette foncière qui permet de réaliser ce programme? Eh ben, ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions. Merci à vous en tout cas nous avoir donné... Je me permets de rebondir un dernier point. Il va y avoir des... Je pense qu'effectivement, on va rester optimiste en espérant vivement que ce programme connaisse le succès qu'il mérite.
Mais je pense qu'il y aura des réajustements au niveau de la mise en place de ce dispositif-là. Je rebondis sur un point qui est essentiel, que vous avez cité et qu'il faut plus expliciter, c'est les délais impartis pour la réalisation. Le délai d'1 mois, à mon sens, est largement insuffisant, parce qu'effectivement, vous avez un délai de rétractation de 10 jours ouvrables. Hein, qui est prévu par la loi. Et aussi, le traitement des dossiers au niveau des banques, 1 mois, c'est un peu court. C'est un peu court. Ils ont fait beaucoup d'efforts, mais on ne peut pas les forcer plus que ça. Reste à améliorer. Merci beaucoup de nous avoir donné tous ces détails. Et puis on refera un point dans quelques mois justement pour voir comment tout cela a fonctionné. On se retrouve très vite dans Parole d'experts sur H24. N'hésitez pas à laisser vos remarques, vos questions, vos commentaires et les sujets que vous avez envie qu'on traite pour vous comme d'habitude cette année. À très bientôt. Bye bye.